Bonsoir mesdames et messieurs, je vous remercie d'être venus si nombreux à cet événement qui associe du coup une rencontre et une dédicace avec Albert Dupontel, le célèbre réalisateur de l'excellent Au revoir là-haut ou de l'incontournable Irréversible, qui a aussi réalisé plus récemment le film Second Tour, que vous avez peut-être vu au cinéma, qui vient tout juste de sortir en DVD et en Blu-ray, que je vous incite à voir et que vous pourrez vous procurer juste ici. L'événement va donc commencer par une rencontre interactive d'environ 1 heure, où vous pourrez échanger directement avec le réalisateur. Le micro que je tiens en main passera dans la salle pour que vous puissiez réaliser cet échange, et s'en suivra une petite séance de dédicace d'environ 30 à 40 minutes. Je vous laisse donc profiter de l'événement, et vous enjoins à accueillir comme il se doit Albert Dupontel. Dangereux d'applaudir avant que j'ai parlé, mais voilà. Tant pis pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, je vais avoir l'air bête. Vous êtes venus pour ça, donc allez-y. Qu'est-ce que je peux vous dire? Allez-y, monsieur. Oui. Bonjour, monsieur. Oui. Bonjour, monsieur. Je vous entends pas, mais c'est pas grave. Vous parlez fort, on n'est pas très loin. Bonjour. Oui. Bonjour, monsieur Pontel. Ça me fait très plaisir de pouvoir vous parler. Je tiens à vous dire déjà que je trouve que vous êtes un excellent réalisateur. J'aime beaucoup la filmographie. C'est mon petit frère, il est là pour Récemment, j'ai découvert Au revoir là-haut. Je trouve que c'est un chef-d'œuvre. Pour moi, c'est votre plus grand film. Attendez la suite. Et j'ai beaucoup aimé votre récent film, Second Tour. J'ai trouvé qu'il était vraiment très bien. Et je me suis demandé, est-ce que pour votre prochain film, vous aimeriez prendre au casting un acteur tel que Raphaël Quenard? Parce que je trouve que c'est un acteur qui est extrêmement talentueux. Récemment, il a reçu un César et j'adorais le voir. Les acteurs, il y en a plein en fait, et dont ce jeune acteur. Alors quand on écrit un scénario, en fait, quand on écrit, c'est ce que je suis en train de faire sur un prochain film, on cherche une musique. Il y a plein de façons de dire je t'aime. Vous dans votre tête une façon de le dire. Et quand on voit moi je rencontre tous les acteurs que j'aime et je sollicite des acteurs pour des essais, parce que gentiment souvent on fait ensemble. Et si je trouve que la note elle est là ou elle est pas loin, comme le cas de Cécile de France pour Second Tour, et ben on fait bonne affaire. Souvent, par exemple, Quenard c'est un super acteur, souvent tout le monde se l'arrache très bien, mais à un moment donné il faut que je trouve un rôle dans lequel sa musique à lui elle serait parfaite. Et à ce moment-là vous vous rencontrer, s'il est disponible, après vous faites des essais, faut accepter ça sans. C'est pas un jugement qu'on fait des essais, c'est vraiment une façon de voir si on va pouvoir s'accorder. Et puis si vous êtes bien tombé, on fait ça. Virginie, j'ai fait des essais sur Second Tour. Sandrine, sur 9 mois, j'ai fait des essais. Oui, pour vraiment voir si ça se trouve. Donc, Quenard, dont je vois cet acteur, j'ai vu Yannick et j'ai vu Le Chien de la Casse. Voilà, c'est évidemment une personnalité, c'est évidemment un acteur qui a du potentiel. À un moment donné, il faut que je trouve moi la note qui puisse aller avec ce personnage-là. Voilà. Donc tout ça, il n'y a pas de systématisme. C'est pas parce qu'un acteur tout d'un coup explose à l'affiche qu'il faut se lever sur lui. Il faut juste trouver le bon rôle pour ce personnage-là. Voilà, c'est comme ça en tout cas que moi je procède. Cécile, on a fait des essais, Virginie, on a fait des essais. J'ai vu plein d'actrices que j'aimais beaucoup. Et bizarrement, Virginie n'était pas mon premier choix. Enfin, dans l'intention, je pense pas forcément à elle. Et aux essais, elle était incroyable. Voilà, donc du coup, on a dit, et Cécile pareil. Voilà comment ça fonctionne. Pourquoi pas Quenard un jeu. Oui, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre pour votre prochain film? Je voudrais faire un petit film qui va s'appeler Il faut brûler maman. Voilà. C'est une histoire de famille. Maman est morte. C'est à 90 ans, donc c'est pas vraiment un événement. Ils s'y attendaient, c'est quand même triste. Et ils sont dans le salon mortuaire, il y a grève dans le salon mortuaire. Donc là, il va falloir qu'ils s'occupent pratiquement des tas de choses. Et l'idée, c'est qu'il y a un coming out, ce trajectoire un peu comique. Enfin, c'est un coming out de ces personnages. Ils vont tous, le fait que quelqu'un s'en aille, surtout un aîné, qu'ils vont changer leur vie. Parce qu'ils se sont rendus compte que l'aîné avait beaucoup influencé leur vie. Enfin, ça, c'est le sous-texte. Et j'espère que ça sera plutôt rigolo, même si le contexte est assez sombre. Voilà. J'ai très hâte de voir ça. Ouais, moi aussi. Une autre question quelque part? C'est bon. Ouais. Bonjour. Bonsoir. Déjà, merci parce que vous avez été une sacrée piqûre de motivation durant mes années d'études de cinéma. Et pour ça, déjà, merci. Je voulais vous poser une petite question, peut-être d'un point de vue plus écriture. Ce qui me surprend toujours dans votre film, c'est le côté l'équilibre
entre l'humour et le drame. Et je veux savoir comment justement, si vous avez des conseils d'un point de vue de ça, comment on équilibre bien les deux choses pour que ce soit bien rythmé, que ça marche. En fait, si vous voulez, c'est pas tellement, il n'y a pas vraiment de stratégie, c'est comme ça que je ressens l'existence. Des fois, j'ai envie de me marrer, puis des fois, j'ai envie de pleurer. Et ces deux émotions chez moi qui sont très fortes, qui sont un peu plus maîtrisées en vieillissant, mais quand j'avais votre âge, elles étaient extrêmement violentes. Et donc voilà, donc naturellement, par exemple, l'histoire que je vais raconter, c'est une histoire triste. Il y aura des moments, bien sûr, quand ils voient leur maman, ils sont tristes, etc. Mais en même temps, est-ce qu'on doit réduire l'existence au départ de quelqu'un? Est-ce qu'on doit réduire l'existence à un protocole social que moi je trouve ridicule, mais malgré tout on en passe par là? Donc je vais contrebalancer cette émotion, j'espère, par des personnages plutôt marrants, plutôt décalés, plutôt drôles, etc. etc. Donc oui, ça se fait naturellement, mais c'est un point de vue que moi j'ai sur l'existence, et c'est comme ça que je ressens les choses. Donc c'est la tragicomédie, voilà, j'ai toujours adoré Chaplin. Chaplin, c'est pas drôle l'histoire de Chaplin. Regardez Le Kid, par exemple, c'est quand même un gosse qui est foutu dans la rue, etc., etc. Donc c'est des choses qui m'ont beaucoup marqué quand j'étais enfant, et j'ai toujours aimé ça. Et j'ai même fait un petit stage en tant qu'acteur chez la grande Ariane Mouchkine, et Mouchkine prenait beaucoup ce mélange de drame et de comédie. D'abord il y a un drame, et après vous proposez une solution, nous on va le traiter par l'humour, ou alors on va le traiter par le réalisme, ou alors on va le traiter par le vrai drame, etc., etc. Vous voyez, il y a des cinéastes russes que j'aime beaucoup. Je ne sais pas si vous connaissez Tarkovsky, enfin encore que ce n'est pas le plus clair de tous, mais je ne sais pas, Klimov, ou il y a un jeune cinéaste qui est intéressant, c'est Zingatsiev. Et c'est comme chez Tchekhov, ça commence mal, et vous pouvez être sûr c'est encore pire dans le film. Et c'est intéressant, je ne sais pas si vous avez eu Faute d'amour de ce cinéaste-là, c'est vraiment prodigieux. Mais c'est vraiment une culture, c'est la culture slave qui est très fataliste, et dans leur littérature, c'est vraiment vers ce... Nous, on appartient à la culture de Molière, qui souvent tourne des tragédies en comédie. Donc instinctivement, j'ai plus ce réflexe-là, et ça correspond vraiment à comment je ressens les choses. Voilà. Donc il n'y a pas de stratégie particulière. La seule chose que je peux vous dire, c'est passer du temps sur le scénario, parce que quelles que soient vos velléités de metteur en scène, c'est quand même là que ça se passe. C'est pas forcément là où moi je suis plus à l'aise. Voilà. Et juste une petite question, après je lâche le micro. Je me demandais, est-ce que vous allez potentiellement travailler avec Alexis Kavirchin, que je trouve a fait un travail incroyable sur Radio Décon. Oui, non, c'est un très bon schéma. Là, sur le retour, j'ai beaucoup travaillé avec Julien Poupard, qui avait fait la lumière des Misérables de la Gilles. Après, au début, Alexis n'était pas dispo. Moi, j'ai découvert Julien. Mais si vous voulez, l'intérêt d'un chef-op, c'est que vous lui proposez, vous, ce que vous aimeriez avoir. Moi, j'aime bien les lumières contrastées, j'aime bien les lumières teintées, j'aime bien, comment dire, rendre irréel des choses réelles. Quand vous filmez une rue, c'est pas très beau, mais l'éclairage sol, il peut y avoir des flaques. Et donc tout ça, j'aime bien quand c'est accentué. Ce que je fais, c'est des fables. Donc autant ne pas traiter de façon réaliste, autant accentuer le plus possible, le côté décalé visuellement. Donc il faut trouver des chefs-op qui rentrent dans cette dynamique-là. Et à chaque fois, j'ai eu du bol avec Alexis et avec Julien, tu vois des gens qui étaient vraiment à l'écoute de ça. Il y a des petits plans dans le second tour qui étaient assez techniques, assez compliqués, et ils s'en est très bien sortis. Il y a même des fois, on met des éclairages fous qui n'ont aucun sens, mais ça peut passer dans l'imaginaire. Voilà. Ça me fait penser au réalisme poétique, ce que vous dites. Tout à fait, voilà. Dans le cinéma français, moi, c'est cette partie-là que j'aime beaucoup. C'est Renoir, Carnet, Duvivier, c'est ce qu'on appelle le réalisme poétique. Ça, je suis très fan de ça, beaucoup plus que la nouvelle vague, qui décline un réalisme, des fois, c'est pauvre techniquement, mais qui encore aujourd'hui fait vertu de référence. Alors que c'est pas du tout le cinéma dans lequel je me suis inspiré. Regardez Renoir, je sais pas, La Chienne, Boudu, le travail de Duvivier dans Panique. Il y a des traits de lumière extraordinaires et tout, et pourtant c'est des histoires malgré tout qui sont souvent tragiques et assez réalistes. Voilà, donc pas de référence. Merci beaucoup. Oui, alors je vais vous parler de votre film Irréversible qui était super. Ah non, c'est pas mon film, j'étais que acteur, mais qui me dédouane largement. Mais c'était super. Parce que j'aurais jamais fait ça, mais j'ai beaucoup d'admiration pour Gaspard, donc je me suis prêté à ce jeu qui était des fois un peu fébrile. Avec Monica Bellucci, c'était super. Ah oui. Aussi, c'était super. Voilà. C'est juste que c'était un peu à l'envers, donc ça tournait un peu la tête. Ah bah c'était ça. Alors il s'était inspiré d'une pièce de Pinter qui s'appelle Trahison, qui a été vivement en scène au cinéma. Et c'est également un procédé que j'avais vu dans d'autres films, Memento aussi, qui est marché à l'envers et tout, qui est intéressant. Et c'était la façon, je pense, pour Gaspard de dédramatiser son fait divers, qui objectivement, si vous ne l'avez pas vu, vous n'allez pas le voir. C'est de l'art moderne. C'est terrifiant comme film, mais tellement bien fait que c'est terrifiant. Voilà. Et en 2013 aussi, vous avez fait un autre film, je ne sais plus comment il s'appelle, 14. Pardon? Vous avez fait un film en 2013 ou 14. 9 mois ferme? Ouais, Oui, ça 9 mois ferme, ouais, c'est ça. Ou là-haut, quelque chose. Après, j'ai fait là-haut, Monsieur Bénarigué. Après, j'ai fait Adieu des cons, et là, je vais faire second tour. Ouais, non, c'est super. Bon, super, c'est mon deuxième frère. Voilà. Quelqu'un d'autre? Bonjour. Moi j'ai une question plus au niveau de la réalisation. Dans le dernier second tour, c'est le point de vue que j'ai, ça se trouve c'est pas le cas,
c'est, je trouve, la caméra moins mouvante. Est-ce que ça vient des FX? Parce que le point de vue... Moins mobile, vous voulez dire, moins mobile? Ouais. Oui, bah c'est l'histoire, c'est le contenu qui appelle la forme. Donc l'histoire appelait, il y a beaucoup de face-à-face, c'est des journalistes qui discutent des fois dans un bureau de rédaction, il y a un face-à-face avec le frère jumeau, etc. Donc c'est pas une obligation de faire bouger la caméra, même si vous regardez la partie américaine de Max Ophuls c'est le patron en ce qui concerne les mouvements de caméra, donc si vous ne connaissez pas ce cinéaste, voyez-le, Madame 2, c'est un cinéaste magnifique. Et quand il y a la caméra américaine, il fait moins bouger sa caméra, c'est souvent des thrillers, c'est souvent des gens qui se parlent face à face, donc il n'y a pas trop d'intérêt. J'ai cherché à casser un peu ça, malgré tout, il y a des caméras qui tournent, notamment le face-à-face entre Huchon et Cécile de France, des choses comme ça, donc j'aime bien cette caméra-là, mais il n'y a pas de raison. Quand vous faites Au revoir là-haut, la caméra est mobile, c'est toujours en mouvement, c'est une cavalcade, c'est la charge, vous comprenez ce que je veux dire. Donc là, on n'hésite pas. Là, c'était moins évident, vous voyez. Et dans le prochain que j'ai évoqué, ça va être beaucoup à huis clos, la caméra sera peut-être à l'épaule, mais elle sera beaucoup moins mobile. Voilà, en tout cas, c'est ce que je pense qu'il faudrait faire sur ce sujet-là si j'arrive à l'écrire. Voilà. Ok, super. Merci. Voilà. Quelqu'un d'autre? Ah bah je sais. Bonjour, Vous êtes où, monsieur? je suis là. D'accord, pardon. Oui, je suis 1m60. C'est pas grave. C'est pas votre faute, mais je vois rien, moi je suis nul, donc pas de chenille. Bonjour. Alors, quand j'ai découvert vos films, le premier film que j'ai découvert, c'était Second Tour. Ça m'avait beaucoup marqué. Et après, je sais que j'avais vu aussi tous vos sketchs sur Internet. Oui. Comme c'était super et drôle. Et après, j'ai vu Second Tour. Et après, c'était... Mais les films m'ont beaucoup marqué, les films. Bon, ouais. Voilà. C'est le but, si ça vous a marqué, c'est le but. Oui. Quand on fait un film, on cherche à partager ses émotions. Donc si ça vous a touché, bah, c'est Et en bien. plus, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de trucs avec l'actualité en plus. On s'inspire toujours de l'époque qu'on traverse pour la commenter à sa façon. On évoquait Carnet, on évoquait Duvivier, Renoir, c'est des références prestigieuses. Et par exemple, vous prenez La Bête humaine de Renoir, il est en train de commenter l'époque. Le jour se lève, Carnet commente l'époque du Front populaire à travers ce film-là. Donc il commente à sa façon l'époque qu'on traverse. Moi, je trouve que je traverse une époque qui est en plein déni, et j'ai l'impression d'être dans les années 30, déni par rapport à l'environnement, déni par rapport à la politique, enfin déni par rapport à plein de choses, plus une sorte d'attitude hyper consumériste dans laquelle on est tous immergés. Et c'est pour ça qu'à du Léco, on racontait d'une certaine façon cette façon de percevoir les choses. Donc bien sûr, on commande sans arrêt ce qu'on est en train de voir et de ressentir. Voilà. Mais c'est un commentaire qui est très subjectif. Voilà. Donc si vous avez eu des émotions, c'est qu'on est au moins deux à se comprendre. Voilà. Bonjour. Oui, pareil, vous êtes où? Là, non, je suis pas très grand, je me lève. Donc je voulais savoir, quand vous faites un film, la partie que vous préférez, est-ce que c'est l'écriture, le tournage ou ce qu'il y a après? Et une deuxième question aussi, parce que j'avais postulé à l'époque pour faire de la figuration pour votre film. Et ce qui est marrant, c'est que quand j'avais écrit, on m'avait répondu, il faut que le réalisateur valide. Donc qu'est-ce qu'il y a dans ma tête? C'était quel film? Pour Second Tour. Alors, quelqu'un s'est déchargé sur moi de ça, c'est pas vrai, c'est pas de la bonne idée. Il y avait par exemple, si vous voulez, quand on fait de la figuration, par exemple dans Au revoir là-haut, il y a une charge, donc on dit prenez des gens sportifs. On ne peut pas prendre des obèses qui sont des tranchées, c'est pas crédible. Donc voilà, il y a un petit profil par rapport à ça. Second tour, je ne sais pas pourquoi ils ne vous ont pas pris, mais honnêtement, j'ai pas le temps de regarder, il y avait 300 figurants, j'ai pas le temps. Par contre, je retiens que la responsable de figuration a tout mis sur mon dos, ça je... Elle avait l'air très gentille. Oui, elle est très gentille, mais c'est une félonne. Voilà. Non, mais j'ai vu, elle regarde même en même temps, je sais que vous êtes très méticuleux et non, mais il regarde peut-être les figurants aussi. Non, honnêtement, il y en a trop des fois, donc c'est pas... Et votre première question, elle m'a l'air plus intéressante. C'était l'étape que vous préférez Oui, entre l'étape que je préfère, moi j'aime beaucoup le découpage et la mise en scène, et diriger les acteurs. Ça, voilà. L'écriture, j'ai beaucoup de mal. Je ne suis pas un dramaturge, je ne suis pas un auteur. J'ai beaucoup de mal là. Depuis le mois de juin, j'ai écrit 20 pages. Pour vous dire, ça carbure. Woody Allen aurait déjà fait un film. Mais c'est vraiment, j'ai du mal à ça. Mais par contre, j'aime beaucoup découper. Par exemple, un film comme Au revoir là-haut, c'était la passion de découper. Et quand je découpe, des fois, j'enlève la tête et je sais où je suis. Je m'immerge. Ça serait mieux si c'était à l'écriture. Balzac, par exemple, lisez un bouquin passionnant, c'est le roman de la vie de Balzac par Stéphane Zweig. Je vous recommande, ça va vous faire aimer Balzac, c'est vraiment extraordinaire. Et son domestique raconte qu'en pleine nuit, il entend pleurer Balzac. Alors il se précipite. Alors Balzac, il écrivait la nuit, il faisait minuit, 3 heures de l'après-midi, c'était un fou furieux. Il est mort à 50 ans, ceci explique sans doute cela. Et il voit en larmes, et il dit mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et elle est morte. Mais qui? Là, il désigne son manuscrit, là, Esther, elle est morte. Il était immergé dans son histoire. Ça, c'est la puissance des grands auteurs, des grands dramaturges. Alors, bien sûr, j'ai pas cette prétention, cette capacité. Par contre, quand je découpe les dessins et tout, j'arrive des fois à complètement projeter l'imaginaire. Et je me rappelle sur Au revoir là-haut, je travaillais beaucoup en Espagne, sur une terrasse.
Et je relevais la tête, il me fallait quelques secondes pour me dire, ah bah tiens, en fait, je suis là. Parce que j'étais complètement immergé là-dedans. Donc cette partie-là est très intéressante, le découpage, les mouvements de caméra. Souvent, ce découpage vous pousse à reprendre le scénario parce qu'on se rend compte que tout d'un coup, le mouvement de caméra, c'est mieux que de dire je t'aime. Vous voyez, c'est un mouvement de caméra avec une musique, ça sera plus juste, etc., etc. Dans ce moment-là, j'aime bien. Et j'aime beaucoup les acteurs, en étant moi-même. Et j'aime beaucoup travailler avec eux. J'ai adoré bosser avec Nicolas Marié, Cécile de France. Et on passe un temps fou en répétition. On bossait avec Nicolas Cécile 2 mois, quand même. Tous les matins, ils venaient répéter avec un petit caméscope. Alors, on répète pas bêtement le scénario, ils improvisent, ils changent, on adapte le costume de cette fameuse note musicale que j'évoquais, on cherche à la trouver chez eux. Et ça, j'aime beaucoup ce moment-là. L'écriture, c'est dur, et le plus vulgaire, c'est la sortie. C'est un peu ce que je suis en train de faire. On parle de soi, on s'écoute parler, etc. C'est assez consternant. Allez-y, allez-y. Bonsoir. Bonsoir. Pour Revoir là-haut, du coup, c'était une adaptation d'un roman. Je voulais savoir comment vous avez vécu, on va dire, le fait de devoir se fier à un livre et pas un scénario original qui vient de vous. Est-ce que le travail était un peu restreint pour vous Non, en fait, j'ai le sentiment de copier sur mon voisin. Ce qui est fou, c'est que le petit scénario, à moi, je mets 1 an pour les écrire, et celui-là, j'ai mis 3 semaines à faire la version 0. J'ai le livre de Pierre qui était extrêmement visuel, j'adorais son histoire, j'adorais les personnages. En fait, quand vous adaptez un livre, vous dites, je comprends tout à fait ce que vous me racontez. Et j'avais rencontré Pierre et je lui ai dit, mais est-ce que c'est bien ça qu'il a entendu? Il m'a dit oui, tout à fait. Voilà. Donc j'ai vu 2 fois Pierre, c'est pas, il m'a pas embêté. Mais j'ai adoré faire ça et je préfère ça. Là, il n'y a pas longtemps, on m'a proposé un bouquin, c'est Veiller sur elle, c'est le prix Goncourt cette année. Je vous recommande, formidable et certainement en vente à la FNAC. Et en fait, on nous l'a proposé, mais tout se passe en Italie. Vous voyez, c'est la montée du fascisme et tout, donc l'adapter en France, ça aurait été une erreur. Puis le faire en Italie, autant qu'un Italien le fasse, il y a des très bons metteurs en scène là-bas, voilà, c'est pour ça qu'on a... Mais je comprenais très bien ce qu'il voulait faire et tout. Donc l'adaptation d'un livre, quand ça vous touche et tout, c'est vraiment ce qui est le plus facile. Alors voilà où était un film qui était épuisant physiquement, parce que je ne devais pas jouer dans le film, c'était l'excellent Bruno Laders. Si vous connaissez cet acteur qui devait faire le rôle, il y a 2 mois du film, il m'a dit je peux pas. Donc j'ai sollicité d'autres acteurs qui n'étaient pas dispo. À l'arrivée, je m'y suis collé. Et ça, c'était seul bémol, c'est que c'était fatigant. Mais sinon, c'était un régal de faire ce film parce que le bouquin de Pierre était formidable. Voilà. Bonsoir et merci de répondre à nos questions. J'en reviens au choix des acteurs et à l'écriture. Vous disiez que vous étiez sensible à la musique que propose chaque acteur, mais en même temps vous travaillez souvent avec les mêmes acteurs. Vous avez parlé de Nicolas Marié, donc est-ce que vous écrivez des rôles en fonction de ces acteurs? Non, c'est lui qui s'adapte. C'est moi qui ai toujours la même musique. Et Nicolas Marié, c'est quelqu'un qui peut jouer très sincèrement des choses complètement loufoques. Et en plus, il y a une présence sur le plateau, il vient vraiment pour s'amuser, il vient vraiment pour travailler, c'est extrêmement positif. Vous avez des acteurs, des fois, qui sont un peu de passage sur le plateau et c'est très vexant. Un moteur, c'est encore en train de taper SMS. Forcément, ça crée un peu de tension. Nicolas est un acteur extraordinaire, vraiment. Mais cette musique qu'il a en lui, moi, j'ai la note, je l'ai dans la tête, et quand il le fait, par exemple, sur Adieu les cons, je pensais que c'était un rôle de jeune qui devait faire le rôle. Donc j'ai vu des tas d'acteurs, j'aime beaucoup Grégoire Ludig, de Palmacho, j'ai vu vraiment des acteurs super, quoi. Et ça ne marchait pas, et je ne sais pas pourquoi. Et en fait, le fait que cet aveugle soit jeune, c'était triste. Et tout d'un coup, au dernier secours, à 3 semaines du film, j'ai dit, écoute Nicolas, tu ne vas pas faire des essais. Il est arrivé tout de suite, il a donné vie à ce personnage hautement improbable, et tout en s'amusant et en m'amusant. Donc vous voyez, c'est cette musique-là, il a, cette note-là, il a. Et alors moi, j'ai toujours la même musique, malheureusement. Vous voyez, j'écris mes historiettes, on va dire c'est de l'accordéon, hein, pour mettre d'accord mes détracteurs. Et je cherche donc des gens qui jouent de l'accordéon, voilà, avec moi. Et c'est pour ça. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'acteurs qui peuvent le faire. J'ai pas au bout de découvrir de prochains films, j'ai des idées, des fantasmes, des envies, surtout par rapport à des actrices, enfin des professionnels, j'entends bien, pas de blague. Voilà, donc c'est pour ça. Et après, je vais les rencontrer, on va papoter, et puis je dis, est-ce que tu es d'accord pour faire des essais? Et puis tout d'un coup, tac, bah, ça marche pile poil. Bah alors, allons-y, voilà, ça va se passer comme ça. Voilà. C'est le travail, du casting. Bonsoir. Bonsoir. D'abord, je pense que j'ai une réflexion qui est que cette année a quand même été une grande année pour le cinéma français. Et votre film, notamment, on a été une feu d'air frais. On a vraiment rigolé dans la salle. Et la scène du décodage de la parole du garde du corps, c'est un peu bien. Je voulais vous demander par rapport au scénario, est-ce que c'est un scénario qui, dans l'absolu, le réel, vous terrifierait ou vous serait jubilatoire pour vous? Bon, bah moi je fais des fables, hein, donc si vous voulez, je mets la réalité à distance. C'est pas très réaliste ce film, c'est un roman de gare. C'est parti de l'idée, en fait,
D'abord, j'avais une grosse frustration pendant le Covid. Je trouvais que les gens qui nous gouvernent sont en plein déni. C'était pour une crise économique beaucoup plus qu'une crise environnementale. J'ai traîné 5 ans en médecine, donc déjà, quand j'étais en médecine, les profs nous disaient qu'il allait y avoir des épidémies et du réchauffement climatique. Je vous recommande une série qui s'appelle West Wing, qui est formidable, qui date déjà des 25 ans, et déjà, ça se passe à la Maison-Blanche, et déjà, les responsables parlent de réchauffement climatique. Donc aujourd'hui, il semble que les études et ces séries n'ont pas été vues par nos dirigeants. Donc je suis en plein Covid, je vois des gens qui s'occupent d'une crise économique, c'est le grand problème, c'est la tragédie de l'Occident, c'est qu'elle ne pense plus qu'à l'économie. Et donc je suis frustré, donc j'ai envie de parler de ça. Et je cherche une façon loufoque d'en parler, une façon. Je tombe sur un documentaire sur Robert Kennedy, et aujourd'hui, bon voilà, c'est clair que Robert Kennedy a été assassiné comme son frère par les fameux néocons américains, l'Amérique profonde qui dirige vraiment le pays. Voilà, donc partant de ça, j'ai imaginé qu'en France, voilà, ça avait beaucoup été reproché. C'est dommage parce que c'est une fable, rien n'est très réaliste. J'avais le sentiment, dans un second tour, de faire un film populaire, distrayant sur fond politique, et j'ai un retour comme quoi j'avais fait un film politique avec des moments distrayants. Et je pense que c'est l'époque qui veut ça. Il y a un vrai problème, il y a un vrai drame politique dont j'ai personnellement pas forcément conscience. Donc j'ai inventé ce manga par rapport à ça. Voilà, c'est parti comme ça l'histoire. Bonsoir. Alors pourquoi vous êtes tatoué? Ça me fascine. Est-ce que ça serait pas une époque qui dit regardez-moi, regardez-moi, regardez-moi? Je ne suis pas si jeune que ça, en fait. Du coup, je me suis fait tatouer. Et c'est quoi les tatouages là? Je raconte tout. Il y a des fleurs, il y a des femmes, l'amour, quoi. Oui, donc j'ai 51 ans, donc j'ai fait des tatouages tard. Comme un jeune. Quand j'avais fait des tatouages trop tôt, ça aurait été... Ça faisait tolard. Il y a 30 ans, ça faisait tolard, maintenant ça fait à la mode. Allez comprendre ça. Je voulais vous poser une question. Est-ce qu'un jour vous envisageriez de tourner un western, un peu spaghetti ou... Non, c'est pas. D'abord, je saurais pas faire ça, mais sachez qu'il y a un truc, si je vois Il était une fois dans l'Ouest, une fois par an, il y a des témoins. Et mes gamins, déjà, quand je dis est-ce que vous avez un cheval pour moi, il y a mon gamin qui répond je suis désolé, on en a que 3. Et donc il connaît bien les dialogues. J'adore ce cinéma-là. C'est plus vraiment l'époque, puis on ne peut pas tout faire. Vous voyez, le film de SF, je ne sais pas faire. Avant de refaire une coordination Morricone, Léon, quand même, c'est pur génie. Et j'adore cette collaboration. Hein. C'est Nino Rota, Fellini, Morricone, Léon, etc. Donc non, moi, j'ai pas ce talent-là. Je vous dis, moi, ce que je fais, c'est des petits commentaires sur l'époque que je traverse, que ce soit Bermy avec sa forme un peu rustique, que ce soit même Envralo, parce que j'y retrouve complètement le reflet de l'époque que je traversais, etc. Et il faut brûler les mamans que j'évoquais, c'est une façon d'exorciser l'angoisse de notre destin final. J'aimerais ironiser là-dessus, et que tout le monde, voilà, c'est juste ça. Mais je suis très client de plein de films, de Bresson à Léon, je vois tout m'intéresse. Donc pas de western à la raison. Merci. Et puis, merci pour toutes vos œuvres. C'est gentil, merci. Encore un frère. Peut-être une sœur pour changer un peu, voilà. Bonjour. Bonjour. Ma question c'était, comme vous jouez dans certains films, est-ce que c'est dur de jouer dans son propre film ou qu'on ne voit pas jouer? Oui, non, c'est pas... C'est très schizophrénique. Il y avait un, j'étais sûr de le faire, c'était Adieu l'écran, parce que l'inhibé dépressif, c'est un état que je connais bien. Donc celui-là n'est pas très dur à trouver. Mais celui-là, je cherchais un acteur jeune qui était super, mais qui n'était pas dispo avant 1 an. Un autre qui était moins connu. Enfin bref, j'ai commencé un peu, mais c'est vrai que ça gâche un peu la fête. Et d'ailleurs, je fais des erreurs. Le plan d'ouverture de second tour, il y avait un plan qui était prévu, qui était un savant plan discuté. Mais comme je jouais dedans, j'ai pas fait attention. Et quand j'ai compris que je m'étais trompé dans ce que je voulais faire, c'était le lendemain, je ne pouvais pas refaire la scène. C'est quand la voiture explosait. Je voulais tout faire en plan séquence et tout. Et je me suis concentré sur la petite personne. Indiscutablement, le metteur en scène est un géomètre froid et chirurgical, et alors que l'acteur doit penser à lui, à ses émotions. Et les deux, des fois, à faire cohabiter, c'est pas fastoche. Je l'ai souvent fait pour des raisons triviales d'économie, parce que je suis un acteur gratuit et pas cher et disponible. Sur ce second tour, on a fait 4 retakes, c'est très bien que j'ai refait le rôle, parce que 4 fois, je suis retourné sur le plateau pour refaire des scènes que j'avais ratées, mais je les avais ratées aussi parce que je jouais dedans. Ça aurait été quelqu'un d'autre, j'aurais mieux dirigé. Et ça m'a gâché la fête, ouais, vraiment indiscutablement. Le prochain, j'aimerais vraiment ne plus jouer dedans ou ouvrir une porte et retrouver des acteurs que j'aime bien. Et c'est une question d'énergie aussi. Quand je fais Berly, j'ai 30 ans, j'ai la patate, là, ça commence un petit peu à partir. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est une schizophrénie. En même temps, toutes mes idoles sont des gens, les Woody Allen, les Guitry, les Monty Python, les Chaplin, sont toujours des gens qui ont fait les deux. Donc naturellement, au départ, je me suis collé aux deux. Mais avec le temps, c'est un peu, vous dire, voilà, si j'avais pu ne pas le faire. Et en même temps, quand je sautais dans les trous pendant la bataille, je pense que Bouli, il aurait sauté, mais il ne se serait pas relevé. Donc, c'était pas plus mal que je m'y colle. Mais j'étais vraiment fatigué, j'ai le genou qui m'a lâché. Enfin, j'ai pas de déboire, forcément, le corps, quand même, il a des limites, quoi. Donc voilà, c'est un petit bémol, effectivement. Voilà. Bonsoir. Bonsoir.
Je vais éviter de me faire passer pour votre sœur, mais merci beaucoup pour toutes les émotions que vous nous offrez à travers vos films. Et je prends toujours un malin plaisir, dans le cadre de mon travail, de partager ça avec les enfants. Parce que je suis directrice adjointe d'un accueil de loisirs, donc je prends un petit malin plaisir. Évitez Bernie, quand même. Non. Et irréversible aussi, évitez. Oui, non, pas tout. Non, bien sûr, pas tout, mais toujours un petit malin plaisir. Et quand je vois leur réaction, ça fait vraiment plaisir. Mais non, je voulais vous poser une question par rapport au théâtre. Je me demandais si vous aviez eu l'envie ou si un jour vous avez l'envie de porter vos fables sur scène au théâtre. Alors, j'ai fait 2 ans de théâtre chez un monsieur qui s'appelle Antoine Vitesse. Peut-être les vieux connaissent, c'était un grand metteur en scène. Donc j'ai passé 2 ans sous sa houlette. J'ai préféré le petit cours travail pédagogique avec Mouchkine où tout d'un coup tout est devenu clair grâce à cette dame. Si vous ne connaissez pas ces spectacles, allez les voir, c'est extraordinaire. Dépêchez-vous, elle a 84 ans. Voilà pour mon trajectoire théâtre. Et ce que vous dites est intéressant parce que le film que j'ai évoqué, là, Il faut brûler maman, je pense que quand on sera clair au scénario, je pense qu'on fera des répétitions en public. J'aimerais vraiment voir comment les gens réagissent par rapport aux acteurs. C'est un huis clos, donc ça sera pas loin du théâtre. Peut-être qu'il y aura une caméra fluide, on essaiera peut-être de faire tout en plan séquence. Je ne sais pas encore en termes de mise en scène comment je vais m'y prendre, mais j'aimerais bien par rapport à ça. Et puis des films que j'ai vus il n'y a pas longtemps qui m'ont beaucoup plu. Le Prénom, par exemple, c'était une pièce de théâtre au départ. Ernest de famille, c'était une pièce de théâtre que j'avais vue d'ailleurs sur scène et que j'ai beaucoup apprécié au cinéma. Donc c'est pas impossible que le film que j'évoque, à un moment donné, on aille le tester devant les gens pour voir comment cette histoire véhicule. Voilà. Donc mais pour l'instant, aller vraiment au vrai théâtre, non, c'est pas. J'aime bien les caméras. Voilà. Merci beaucoup. De rien. Merci. Merci d'être bienvenu en tout cas, ça fait plaisir, je suis au film depuis mon enfance. En fait, je viens parce que des fois, il me file des DVD gratuits. Non, je suis au film depuis mon enfance, j'apprécie beaucoup ce que vous faites. Mais j'avais une question, depuis Au revoir là-haut, on sent un côté un peu plus sombre. On voit à chaque fois les héros depuis vos 3 derniers films finissent, on va dire, d'un destin final, ils sont arrivés au terminus. Et pourquoi arriver toujours à ce film-là un peu plus sombre? En fait, vous avez quand même la magie de mettre les gens de nous faire rêver dans le drame, autant comme avant dans le rire. Après, c'est une question. Alors, est-ce qu'il y a une mélancolie chez moi? C'est indéniable. J'ai vite compris que j'étais de passage, comme vous tous d'ailleurs, ne payez pas. Voilà, donc après, c'est des coïncidences un peu. Faites-vous les 3 films où les 3 fois les mecs se suicident, donc c'est vraiment, faut pas être trop dépressif. On voit là où il saute par le balcon, Dieu les cons, il se sacrifie face à la police et second tour, il va au carton plutôt que son frère. Le prochain, bizarrement, est un fond sombre, mais ça sera une fin joyeuse, parce que mon héroïne veut absolument avoir un enfant. Mais elle a tellement la pétoche, elle vend des fleurs, et dès qu'elle voit passer les gens, elle les calcule très vite, elle dit bah tu vois, celui-là il est infidèle, celui-là il est radin, donc moi je veux pas avoir un enfant sans histoire d'amour, ça va être compliqué. Et l'occasion, j'aimerais bien que l'occasion de ce décès familial, elle rencontre enfin, elle ose enfin aimer quelqu'un. Voilà, normalement ça doit se terminer positivement. Mais c'est un peu les histoires qui vous dites, vous voyez, je voyais pas Dieu les cons terminer bien. Ça aurait été un vaudeville social basique. Mais on a essayé, on a fait 3 fins de suite, on est parti dans la Drôme, la productrice est là, donc on peut pas être content, c'est la dame qui est là-bas, qui est la jeune fille qui se dit bravo à voilà, de tous mes films, voilà. Elle s'appelle Catherine Mozorgan, voilà. Donc pendant le tournage, on a pris du temps de tournage pour aller faire une fuite dans la Drôme, etc. Et vraiment, la première fin que j'avais imaginée, cette fin tragique, donnait une forme de grandeur au personnage. Il y a une phrase de Ravel, il n'y a pas de grandeur, il n'y a pas de grandeur sans tristesse. Et elle s'appliquait bien au film. Voilà, donc vous voyez, c'est pour vous dire, c'est pas une évidence. Mais le prochain, je vous dis, vraiment, voilà, c'est des gens qui n'osent pas aimer, et les événements vont faire, ils vont oser s'aimer librement. Voilà, ça c'est la théorie. Ça se terminera peut-être en boucherie effroyable, c'est pas grave. Alors bonjour, du coup, dans le début de vos films, je pense surtout à Enfermé dehors et à Bernie, il y avait une inspiration visuelle très cartoon. Et là, bon, c'est peut-être un peu précis, mais dans le second tour, il y avait une transition avec un aigle qui vient choper un poisson et qui le remonte pour finir en vijay. Et du coup, je voulais savoir comment ce genre d'idée un peu loufoque. C'est pas vraiment loufoque, c'est-à-dire que l'aigle est censé représenter ce qu'eux sont en train de défendre, c'est l'environnement. Et narrativement, j'ai un groupe qui quitte un endroit pour aller à un autre. Alors qu'est-ce que je fais? Je les suis avec la caméra dans la forêt, où je fais une coupe, où je passe par cet aigle. Et voilà, je trouve ça rigolo de voir un aigle. Alors il y a toujours un ornithologue qui dit monsieur, votre aigle, c'est pas celui qui est dans les Cévennes, il a raison. Bref, mais il n'y a pas d'autre sens que ça. Et de faire une transition qui est plutôt jolie. Le décor, on est dans les Cévennes, c'est très beau, de montrer ce décor. L'espace de le pot doit durer 10 secondes, et puis voilà, tout un petit raccord, il chope un poisson, et quand on panote vers la verticale, on voit le couple qui passe. Donc j'ai fait ma transition narrative par un petit effet visuel, voilà, c'était juste ça.
Mais beaucoup de gens pensent qu'il y a un sens fort et caché dans ça, enfin pas vraiment. Mais c'était juste une transition visuelle. Effectivement, quand on parle de bande dessinée, moi j'assume complètement. C'est du cartoon filmé, c'est de la bande dessinée. Enfin, voilà, c'est pas des films que je considère comme majeurs. Si vous avez passé un bon moment, je suis au summum de mon ambition. Voilà, donc ces films-là sont là pour vous distraire en fonction de ma névrose. Des fois, c'est réussi. Bonsoir. Bonsoir. Merci pour répondre à mes questions, ça fait plaisir. Alors, il y a quelque chose que j'ai remarqué chez vous, c'est dans votre film, il y a toujours une certaine fougue, une certaine envie de faire du cinéma. Et je voulais savoir si des fois, ça fait déjà plaisir à voir, mais est-ce que vous avez déjà ressenti une forme de lassitude, enfin une envie peut-être, parce que tout à l'heure vous parliez du fait qu'on vous a collé des propos politiques dans le dernier film. Est-ce que des fois, il y a plus cette envie de faire du cinéma, ou vous avez toujours cette fougue du premier film un peu? Bah, fou, je sais pas, mais j'aime bien le cinéma. Moi, quand tout à l'heure on évoquait Renoir, Vivier Cardé, c'est un cinéma que j'adore parce qu'il y a une jubilation à filmer. Le cinéma peut vraiment, il y a une grammaire du cinéma qui peut vraiment jouer sur votre inconscient et vous raconter des choses. Et puis il y a un cinéma plus naturaliste, le cinéma de la Nouvelle Vague, je mets le dernier métro à part, c'est plus vraiment la Nouvelle Vague, mais qui est un cinéma qui est censé faire un chemin un peu littéraire. Moi j'aime beaucoup le cinéma, la première période évoquée, et quand j'ai eu 20 ans, au milieu des années 80, c'était le grand moment des frères Cohen, c'était le grand moment de Brasil de Terry Gilliam que j'ai eu la chance de rencontrer par la suite. Brasil est un film qui m'a ébloui, mais même bouleversé. C'était la carrière américaine de Paul Verhoeven. Je vous recommande des films apparemment anecdotiques comme Robocop ou Total Recall. Il raconte beaucoup de choses à travers ces films de divertissement. Il y a un film russe, Hélène Klimov, qui s'appelle Komensi. Et bref, à chaque fois, j'ai noté dans ces films-là une grammaire qui, moi, m'embarquait, me séduisait. Et puis ça correspond à un tempérament, qui est un tempérament un peu frénétique que je peux avoir, même avec l'âge, je continue à vouloir que les choses aillent vite. Dans le second tour, des travails circulaires, on me l'a reproché, mais j'aime pas le face-à-face statique, donc je fais tourner une caméra, ça crée du stress, etc. Donc cette envie de caméra, si vous voulez, voilà. Et Dieu sait, encore une fois, de Bresson à Léon, j'aime beaucoup de films, mais quand je me mets à l'ouvrage, une frénésie naturelle fait que j'aime bien quand la caméra bouge. Regardez, il y a un grand cinéaste, c'est Max Ophuls, que j'ai déjà évoqué. Il paraît quand son monteur il coupait un travelling, il pleurait. Ouais. Et c'était quelqu'un qui courait tout le temps. Voilà. Regardez Madame II, regardez Le Plaisir, La Ronde, c'est des films magnifiques, il y a des mouvements de caméra sublimes, à une époque où les caméras étaient des usines à gaz. Donc c'est un tempérament, après il est plus ou moins justement exprimé, mais en tout cas, moi naturellement, c'est vers ce cinéma-là que j'ai envie d'aller et que je vais naturellement. Tout en l'impression beaucoup, je sais pas, comme Ken Loach avec une caméra à l'épaule super 16, et je trouve ça extraordinaire ce qu'il fait, dans une vérité absolue. Et quand il fait des films de costumes et tout, il est moins à l'aise. Regardez Freedom, etc., il est moins à l'aise. Donc voilà, c'est une question de tempérament, d'envie. Donc après, la foule, bon, c'est gentil, mais il faut déjà avoir les moyens de cette foule. Au revoir là-haut, j'avais vraiment les moyens de travailler, donc je pouvais avoir des caméras fluides, etc. Et ça se prêtait bien au propos romanesque de ce film. Donc on aura encore des films de vous pour les 20 prochaines années? Enfin, peut-être pas, peut-être au cimetière, peut-être pour faire des sur Maton, pour faire des trucs, si ça va faire une image animée. J'aimerais en faire encore 2, vous voyez, donc ça fera 10 films, ce sera pas mal. Si je suis encore vivant, c'est bon. Ouais. Bonsoir, félicitations pour tout, parce que tous les films sont incroyables. Moi je voulais savoir comment ça se passe quand vous passez de la réalisation à acteur, je dirais pas juste acteur, mais quand vous arrivez, vous êtes dirigé en fait. Et comment ça se passe cette transition de passer de réal à acteur chez un autre? C'est ce que j'ai dit à la jeune fille, il n'y a pas de schizophrénie dans le fait de faire ça. Mes idoles étaient des gens qui faisaient souvent ça, je pense à Tati notamment qui faisait ça. Et puis je vous cache pas, sur le plateau, il y a Philippe Huchon, je ne sais pas si vous voyez, cet acteur-là, il faisait déjà le député valois qui faisait sauter la tête dans Bernier à la fin. Et il était dans le second tour, il fait un acteur en chef qui martyrise la pauvre Cécile de France. Et Philippe est souvent sur le plateau, il me file un coup de main, même en répétition. Et puis Catherine, qui est la productrice, il y a beaucoup de monde près du combo qui me dit des fois, c'est bien, tu peux la refaire. Parce qu'elle était vraiment raté celle-là, etc., etc. Donc voilà, c'est un peu schizophréniaque. Mais voilà, ça se fait. Et je vous dis encore une fois, dans le prochain, j'aimerais, juste pour le plaisir de diriger que les acteurs, être tranquille dans mon coin. Parce que c'est fatigant, etc. Mais voilà, les choses se sont faites comme ça et je les ai adoptées. Voilà. Bonsoir. Alors vous disiez qu'il reste 2 films, et je sais qu'il y a un coup de cœur, c'est Le Tigre, Clémenceau. Oui, ça c'est. Alors quelle partie vous voulez travailler autour de lui? Je ne sais pas si je réaliserai, je trouve que dans 15 ans j'aurai la tête de Clémenceau, oui, ça tombe bien. Non, mais la partie, quand il est nommé en 1917 président du Conseil, qui prend la guerre en main, c'est un personnage fascinant. C'était, alors pour ceux qui ne connaissent pas, les jeunes, quand on était à l'école, puisqu'il s'y passe à l'école, je pense qu'on peut recommencer. Clémenceau, c'était un chef de guerre, Première Guerre mondiale, c'était
une des idoles de Churchill. Et c'était un homme politique étonnant. C'est lui qui était éditeur du journal L'Aurore, dans lequel Zola avait mis J'accuse pour défendre Dreyfus. Et au début, quand le frère de Dreyfus est allé voir Clémenceau, il lui a dit, mais Clémenceau a dit ça a été jugé. Et l'autre lui a prouvé qu'il y avait un vice de forme. Il a dit, si ça n'a pas été bien fait. Mais au début, il pensait que Dreyfus était coupable. Et puis finalement, il a pris fait et cause pour Zola, c'est le fameux J'accuse et tout. Puis après, il a été viré du gouvernement, puis il est revenu à un moment critique. Et c'était un type qui avait un humour fou. Il y avait un président de la République qui s'appelle Félix Faure, qui était mort à l'Élysée d'une crise cardiaque avec une dame, vous voyez, bon, qui s'était sauvée, etc. Donc ça a fait le scandale et tout. Et à l'Assemblée nationale, Clémenceau avait dit il se rêvait César, il a fini Pompée. C'est quand même rigolo comme donc un mec en 1917 qui dit ça, il ne peut avoir que mon assentiment. Donc moi, c'est un personnage étonnant. À 76 ans, il est dans les tranchées, etc. Donc je pense que je prendrais ce moment-là, il a fait des conneries aussi au traité de Versailles. Il a été beaucoup trop violent, etc. Voilà, c'est ce moment très fort qui peut. Alors, il faut savoir qu'il était maire de. C'est un médecin, d'ailleurs, Clémenceau. Il était maire du 18e Montmartre, et c'est lui qui a prévenu les communards que ça allait mal se terminer. Donc, c'est vraiment un mec qui a une histoire incroyable. Voilà, avec c'est un personnage. Et son père, en fait, avait été emprisonné par Napoléon III, d'où sa colère contre le système, etc. Il détestait les colonies, il détestait le capitalisme. Il a dit on ne meurt pas pour la patrie, on meurt pour les intérêts des multinationales. En 1920, il dit ça. Vous vous rendez compte? Voilà, donc tout ça, c'est un mec intéressant qui permettrait de raconter l'époque actuelle. Voilà. Mais alors ça serait faut écrire le scénario, et puis si j'ai la taille, là, je peux encore le jouer. Voilà. Avec plaisir. Bonsoir. Bonsoir. J'avais une question pour vous qui avez donc du coup réalisé Dieu les cons. Qu'est-ce que vous pensez de la suite Couleur de l'incendie réalisée par Clovis Cornillac? Si vous aviez été consulté pour ce film et si vous auriez aimé travailler dessus, peut-être éventuellement. Alors, pour être tout à fait franc, je ne l'ai pas vu. Voilà, ensuite, j'avais lu le livre que Pierre m'avait donné, ce livre, et je trouvais que c'était un film qui était très vengeance. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai trouvé qu'il est formidable. Pierre est un grand auteur, mais j'ai été moins inspiré sur ce projet que sur Au revoir là-haut. Et j'ai pas vu le film de Clovis, à vrai dire. Chaque fois, je dois cocher, je dois voir ce film. Mais on a beaucoup de bien. Je sais qu'il y a une actrice qui est formidable, qui fait le rôle principal. Et puis c'est toujours le système cruel de Pierre, de cette façon cruelle qu'il peut avoir de voir les choses et les gens. Voilà, mais je n'ai pas inventé de conneries, j'ai pas vu le film. Voilà. Ça verra peut-être. Voilà. En tout cas, merci pour ce film, pour Au revoir là-haut. Il est vraiment magnifique. Je l'ai découvert quand j'étais au collège. Je l'ai revu il n'y a pas longtemps au cinéma et c'est incroyable de voir que j'ai autant d'émotions devant ce film aujourd'hui que quand j'étais au collège. On le présente dimanche, on le présente à Saint-Lô, ville de Normandie, en présence de Jean-Pierre Jeunet, qui lui a présenté un dimanche de fiançailles. Voilà, si vous, par hasard, vous serez dans Normandie, venez ce week-end, on présente ça. Voilà. C'est jamais. Merci. Oui. Si vous avez peut-être un petit réalisateur Pardon? si vous n'avez pas pu tourner à l'époque Bernie, continuer en tant que réalisateur, vous rester en tant que comédien. Je sais la partie, vous étiez one man show. Bah, vous savez, quand je fais les one-man shows, moi je joue dans des campings, je fais ce que je peux, quoi. Puis d'un coup on m'appelle, est-ce que vous feriez un sketch à la télévision, c'est payé combien, je sais pas, l'équivalent de 1000 balles, je dis, je viens tout de suite, quoi. Et là-dessus, il y a le meilleur copain de Patrick Sébastien qui a une boîte de production et qui me dit, j'aimerais prêter ton spectacle. Ça a commencé comme ça a duré 2 ans, j'étais encore jeune, et tout de suite après, c'était la grande époque de Canal+, ils m'ont dit, qu'est-ce que tu veux faire, j'aimerais faire un film. Dès que tu as un scénario, amène-le, c'était Bernie, voilà, ça s'est fait comme ça les choses. Mais j'ai vraiment toujours eu une admiration pour les gens qui écrivaient, qui faisaient des films et tout. Aujourd'hui, je vois 2 films par jour, 3 films par jour. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment la mise en scène. Maintenant, jouer, c'est de la chance. Au début, je cherchais comme acteur, j'aime bien faire des guignols, tout ça, c'est une plus-value qui m'a beaucoup aidé dans ma carrière. Mais c'est vrai que j'aurais pu. Enfin, c'était évident que j'allais faire des films, voilà, c'était sûr. Quoi. Tout ou tard. Il y a une question? Bonsoir. Pardon. Vous êtes où? Vous ne parlez jamais de religion dans vos films, il me semble. Vous parlez jamais de religion? De religion, ça va être le cas du prochain, j'aimerais bien en parler. J'aimerais même représenter Dieu qui vient participer au débat. C'est vrai. Il y a un prêtre qui vient pour cette maman et qui insiste, elle demande un truc, et les 3 enfants sont profondément laïcs, ils ne sont pas tous d'accord, et le prêtre cherche à les convaincre. Et j'aimerais montrer, voilà, j'aimerais visuellement qu'il y a un petit espace cosmique. Voilà. Mais la religion fait peur, discutablement, quelle qu'elle soit. On le sent. Oui, bien sûr, ça fait peur, c'est un dogme. La religion, alors quand c'est un apaisement intérieur, c'est bien, mais quand c'est un dogme projeté sur l'extérieur, c'est une façon de dire à l'autre, entre toi et moi, il y a ma religion, et ça me fout. Moi, quand je suis grandi dans un pays laïque, où on pouvait s'exprimer, j'ai cette éducation-là, même si j'étais enfant de cœur, mais alors, anecdote, j'ai été viré parce que j'avais mis de l'encre dans le bénitier qui était un petit peu haut. Quand il faisait signe de croix, pendant quelques minutes, il était la première rangée des filets.
J'avais toujours, moi, c'était une orgue de moi absolue. J'ai fait l'enfant de cœur après. J'étais assez content de mon gag. Et je voulais savoir, est-ce que vous avez vu le film de Fabrice Eboué, Barbac? Non, j'ai pas vu ce film. Mais il paraît que c'est bien. Je vous le conseille. Ouais, C'est un peu votre style. Je vais trouver sur Internet. On trouve tout sur Internet. Fois, 2 fois, 3 fois. Bon, c'est bon. Merci à tous. Merci à tous. Merci. Alors, on va donc passer, comme je le disais tout à l'heure, à la séance de dédicace. On va procéder déjà par les places assises rangée par rangée. On vous appellera et vous pourrez du coup venir sur scène à ce moment-là aux côtés d'Albert Dupontel pour faire dédicacer votre DVD ou votre Blu-ray. Et ensuite, on fera les personnes debout. Vous verrez à votre droite, à vous, donc à ma gauche, un petit filet. Vous pouvez suivre mon collègue de la sécurité qui est juste là et vous pourrez attendre à ce niveau-là. Voilà, je vous remercie.